Philippe Blaise, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la semaine dernière, vous avez ferraillé au Congrès avec Calédonie Ensemble sur la situation économique et financière de la Nouvelle-Calédonie. Il y a d'abord eu le fameux rapport d'observation de la Chambre territoriale des comptes sur la Nouvelle-Calédonie sur la période 2012-2016. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce rapport de la Chambre ? En fait, ce rapport, il est très objectif. Il décrit l'évolution des finances publiques. Mais ce qui se passe, pourquoi il y a eu un débat aussi vif au Congrès ? C'est parce qu'à chaque fois qu'on se voit pour parler d'un budget, du compte administratif ou d'un budget, ou de rapport sur le fonctionnement des finances de la Calédonie, il y a une tentative de Calédonie Ensemble d'instrumentaliser ces débats pour faire de la propagande. Ils essayent de faire croire aux Calédoniens qu'avant, tout allait bien, qu'avant ça n'allait pas et que depuis qu'ils sont là, tout va bien. Alors que c'est complètement faux. Et les Calédoniens, ils s'en rendent compte. Quand vous voyez des chefs d'entreprise, ils vous disent quand est-ce qu'on change d'équipe au gouvernement ? C'est pas un hasard. En réalité, ce qui se passe, c'est que depuis 2014, depuis que c'est l'équipe, la bande Germain, Gomez, Dunoyer qui est aux manettes, eh bien, les recettes fiscales de la Calédonie s'effondrent. On a par exemple l'impôt sur le revenu qui est passé de 23 à 21 milliards, de 23 en 2014, 21 en 2017. L'impôt sur les sociétés qui était de 35 milliards en 2014, il a chuté à 27,5 en 2017. Donc ça, c'est quand même le signe d'une récession économique. Et puis, on a un surendettement de la Calédonie. On était à 50% de ratio d'endettement en 2014. On est passé à 90%. C'est le seuil d'alerte aujourd'hui. Ça sont des éléments, zone d'alerte, c'est un terme qu'utilise d'ailleurs la Chambre des comptes. C'est les ratios utilisés par l'Agence française de développement. Et effectivement, la Chambre des comptes a pointé du doigt cette situation. Donc les recettes fiscales baissent et en plus, on laisse déraper la masse salariale. Plus 5% tous les ans. C'est catastrophique. Mais alors, dans ses recommandations, la Chambre des comptes dit tout de même qu'il faut poursuivre les efforts de rigueur initiés depuis 2015 concernant les dépenses de fonctionnement. Donc ça donne raison à Calédonie Ensemble et à la politique qu'elle a menée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, naturellement, au fil du temps, les fonctionnaires de la DEBAF qui gèrent les budgets de la Calédonie, qui les préparent en réalité, c'est pas les politiques qui le font, c'est les fonctionnaires, eh bien, on proposait qu'on sépare le budget en 3 volets, le budget de répartition, le budget de reversement et le budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Avant, il y avait un mélange entre certains budgets. Effectivement, il n'y avait pas la clarté qu'on a aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec le bilan d'une politique économique telle qu'elle était menée avant et telle qu'elle est menée aujourd'hui. Alors, il y a eu d'abord ce débat sur le rapport de la Chambre des comptes et ensuite, il y a eu l'examen des budgets supplémentaires. Votre groupe a voté contre. Vous accusez notamment le gouvernement germain de ruiner l'économie calédonienne. Vous y allez un peu fort, là, quand même. Non, parce que je vous ai expliqué donc qu'on a une envolée du taux d'endettement, qu'on a une chute des recettes fiscales. Et en fait, le gouvernement germain, en fait, toute cette équipe-là, Germain, Gomez, Dunoyer, procède à un maquillage des comptes. C'est-à-dire qu'on essaie de faire croire aux Calédoniens qu'on a une solvabilité de la Calédonie. Comment ? On a arrêté de verser aux établissements publics ce qu'on doit leur verser pour qu'ils puissent survivre. Donc, ils vivent aujourd'hui sur leur fonds de roulement. On était à 18 milliards, on est passé à 15. Donc, on ne paye pas les factures. Et pour constituer une épargne comptable, eh bien, on va piocher dans des recettes exceptionnelles, on va piocher dans les réserves de l'OPT. Tout le monde a vu ce qui s'est passé avec les 4 milliards. En 2017, on a pris 1 milliard à l'OPT. On a pris 750 millions au port autonome et on a vendu pour 400 millions de fonciers. Donc, ça pour des gens qui viennent du privé, qui savent lire des bilans, ça ne trompe pas. En fait, on habille les comptes pour cacher la misère de la situation économique et financière de la Calédonie. Mais la situation, vous la connaissez, il y a tout de même une crise à laquelle a été confrontée la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les solutions que vous auriez préconisées pour y faire face ? Non mais la crise, le nickel n'explique pas tout. Le nickel, il n'explique pas que depuis 4 ans, on ait un effondrement de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, on voit que c'est la faillite d'une méthode, la méthode Germain, la méthode Gomez, la méthode Dunoyer. Cette méthode, c'est quoi ? Cette méthode, ça consiste à faire des annonces démagogiques, à promettre qu'on va baisser les prix d'autorité et à avoir une politique qui est extrêmement brutale, extrêmement agressive vis-à-vis du monde économique, et ils ont cassé la confiance. Ce qui se passe aujourd'hui, quand vous discutez avec les spécialistes de la place financière, c'est que l'argent, s'en va de Calédonie. Mais il s'en va pas uniquement à cause de la crainte du référendum. Il s'en va parce que quand vous êtes dans un pays où on matraque fiscalement ceux qui investissent, qui créent des emplois, ils attendent avant d'investir. Et donc, il y a un vrai problème de confiance qui est lié à cette politique nationaliste, souverainiste que mène cette équipe. Mais par exemple, concernant le ROAM, on va bien être obligé d'augmenter les taxes pour combler le déficit. Vous serez d'accord là sur quand les textes arriveront au Congrès ? Sur un sujet, vous savez, la santé, c'est plus de 68 milliards, c'est colossal, c'est beaucoup plus que le budget de la Calédonie. Sur un sujet comme ça, quand on a des réformes à faire, qui sont des réformes qui ont été vécues par d'autres pays,
comme l'Allemagne, qui a réussi à passer d'un déficit à un excédent, il faut du consensus social. On ne peut pas passer en force. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une incapacité du gouvernement germain à dialoguer sereinement avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, il y a une levée de bouclier de la part du MEDEF, l'intersyndicale, contre la brutalité de ce que veut faire le gouvernement sur la réforme de la gouvernance, sur le financement. Philippe Germain ment. Philippe Germain instrumentalise les réunions qu'il a avec les gens. Et on sait qu'il y aura des efforts à faire. Mais des efforts peuvent être consentis s'ils sont consentis de façon volontaire. Là, ce qu'on nous propose, c'est quoi ? C'est du bricolage. C'est-à-dire qu'on dit on va rien augmenter, on va les piocher à droite à gauche. Non, on va pas aller taper dans les retraites pour financer la santé. Donc à un moment, il faut avoir un langage de vérité, un langage responsable. S'il faut trouver des nouvelles ressources, il faut trouver des ressources qui soient les plus indolores possibles. Nous disons une chose, c'est qu'on ne peut pas, dans la situation économique que je vous ai décrite, continuer à taper sur ceux qui créent de la richesse, ceux qui créent des emplois, c'est-à-dire les entreprises. On ne peut pas taper sur les cotisations sociales. Donc, il faudra trouver d'autres solutions. Et naturellement, la solution qui s'impose dans tous les pays qui ont fait des réformes, c'est de passer par la TVA, la TGC chez nous. Mais évidemment, si vous devez mettre un point de TGC... Elle va être mise en œuvre le 1er octobre. Dans de très mauvaises conditions. Si vous devez prendre un petit peu de points sur la TGC, vous ne pouvez pas continuer à promettre que vous allez baisser par magie les prix. Donc il faut un moment avoir le sens des priorités. Et moi, je constate que ce gouvernement est dans l'électoralisme depuis 4 ans, prend des mesures démagogiques en sacrifiant le long terme à du court terme électoral. Dans 3 mois, il y aura un référendum le 4 novembre. Est-ce que c'est le moment de mener ces débats économiques ? Est-ce que vous n'êtes pas déjà, et on vous l'a souvent reproché, dans la préparation de la campagne provinciale ? Mais enfin, ces débats, il faut bien qu'on les tienne, même s'il y a le référendum. Enfin, je veux dire, ce qui intéresse les Calédoniens aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le quotidien. Les gens, ils veulent savoir s'ils auront du travail, ils veulent savoir si on va continuer à pouvoir payer les retraites, si on va continuer à pouvoir prendre en charge la santé publique, si on va pouvoir continuer à offrir aux jeunes une éducation de qualité au travers de l'école républicaine gratuite. Donc, nous, on ne va pas s'arrêter d'avoir ces débats parce qu'il y a le référendum. Dans l'actualité politique récente, il y a eu la publication du bilan partagé de l'accord de Nouméa par le groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir. Il fait 3 pages, vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Non, mais au départ, déjà ce bilan, il a été produit dans un G10 qui a été vidé de sa substance. Parce que très rapidement, on l'a expliqué en d'autres circonstances, Philippe Gomez a voulu instrumentaliser le G10, qui était une bonne idée au départ, pour avancer à marche forcée sur son deal politique avec ses alliés du Palika. Donc le Rassemblement a quitté le G10, les Républicains calédoniens ont quitté le G10. Aujourd'hui, c'est un G7 croupion avec même Gaël Yadot tout seul, à titre personnel. Qu'est-ce que ça veut plus rien dire. Donc on a produit un bilan qui en fait est un bilan de 3 pages à l'eau tiède, qui ne nous apprend rien. Ça montre que finalement on est arrivé au bout de l'exercice et qu'il faut revenir au format traditionnel et légitime qui est celui du comité des signataires où sont présentes toutes les vraies forces politiques de Calédonie. Calédonie Ensemble appelle tout de même à voter non au référendum. Ils ont même dit un non massif pour empêcher les 2e et 3e référendums. Finalement, en quoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec eux ? C'est les termes de nationalisme, de souveraineté qui vous dérangent ? Alors d'abord, ils ont mis beaucoup de temps avant de se prononcer clairement pour un non, et j'apprends qu'ils sont pour un non massif. C'est pas le sentiment qu'on a, alors que nous, effectivement, depuis le début, on revendique, on est fiers de dire qu'on se bat pour que le non l'emporte largement, parce que les Canadiens ont besoin d'une clarification de la situation, ils ont besoin d'un choix clair, et c'est important que le non l'emporte largement pour rétablir la confiance, la visibilité sur le futur par rapport à la situation économique que je vous indiquais, parce que plus le non sera large, et plus les investisseurs retrouveront confiance, investiront et relanceront la machine économique. Moi, ce que je constate, c'est qu'en même temps que nous faisons campagne de façon claire pour le non, j'entends cette petite musique de la souveraineté, du nationalisme. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est servir la soupe aux indépendantistes, parce que quand vous avez ce discours, eh bien, vous laissez croire que l'avenir de la Calédonie passe nécessairement par un éloignement de la République, par un désengagement de l'État. Or, ce n'est pas vrai, et au contraire, si on veut continuer à offrir aux Calédoniens les contre-pouvoirs que représente l'État, le niveau de développement économique que nous avons, le niveau de services publics que nous avons, avec l'aide de l'État en matière d'enseignement secondaire, de soutien aux collectivités locales, 30% du budget de l'IFU, 10% de la province Nord, le financement des collectivités locales au travers des outils comme la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence française de développement, tout ce qui nous a permis d'avoir le Néobus, d'avoir le Medipol, nous devons rester une collectivité à part entière de la République. Si nous allons dans le sens que préconise Calédonie Ensemble avec sa souveraineté, eh bien, nous irons vers une formule quasi d'État associé, et la France se désengagera, elle nous laissera face à nous-mêmes. Et là, les Calédoniens devront lever l'impôt à nouveau
pour financer les choses à la place de la France. Et ça, c'est pas possible, puisqu'on n'a pas le premier franc aujourd'hui pour régler les problèmes que nous avons, alors que nous sommes toujours dans le giron de la République française. Et la calédonisation, comme on dit, des compétences régaliennes, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une bonne idée pour permettre aux jeunes Calédoniens d'être associés à ces grands dossiers? C'est très dangereux parce qu'on est dans le discours dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a déjà une calédonisation de fait, par exemple à la police nationale, où il y a une majorité de Calédoniens. Les Calédoniens ont parfaitement accès au poste de la fonction publique d'État, à condition de passer les concours. Pour moi, il y a un enjeu de pouvoir personnel derrière ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est surtout la gomésification des compétences régaliennes. C'est cette volonté que l'on voit en matière économique et que l'on retrouve dans la politique, d'avoir la mainmise d'un parti politique sur l'ensemble de la société calédonienne. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir décider qui aura quel poste, pour mettre les gens qui ont la carte du parti, et puis pour pouvoir faire taire l'État lorsqu'il a ce rôle de contre-pouvoir qu'il exerce aujourd'hui plutôt bien. Donc c'est très dangereux pour la démocratie. Moi, ça m'inquiète parce que j'ai pas envie que la Calédonie devienne une république bananière. Et puis, ça participe de cette volonté de séparatisme de la République française. Et moi, je suis désolé, quand on veut que la Calédonie reste dans la France, on veut qu'elle reste à part entière dans la France. Justement, le 4 novembre, le référendum, et au lendemain, qu'est-ce qui se passe selon vous ? Alors on entend effectivement certaines personnes faire peur en disant que si on ne signe pas telle charte, si on ne signe pas une déclaration commune, on va revenir aux... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous savez, le référendum de 2018, il va bien se passer. Il va bien se passer parce que ça n'a rien à voir avec ce qui a eu lieu il y a 30 ans, parce qu'aujourd'hui on est tous d'accord sur le corps électoral, sur qui peut voter. On travaille depuis novembre 2017, tous les jeudis après-midi. Moi, je vais avec Simon Louécotte au Saria discuter avec les indépendantistes pour organiser les choses de la meilleure façon possible. Et on a, nous, loyalistes, quand même conscience que même si on revendique, et on fera tout pour que le non l'emporte largement, on discute avec des gens qui sont des élus du peuple, les élus indépendantistes qui ont une légitimité. Et le plus bel héritage de ces 30 ans de paix issus de Matignon et de l'accord de Nouméa, c'est que nous avons appris à nous respecter en tant que représentants démocratiques, chacun des populations qui nous ont élus. Et donc le référendum du 4 novembre, c'est un choix qui doit être un choix tranché, clair, et on appelle à un non massif. Mais le 5 novembre, la vie va continuer. On va discuter, on va travailler ensemble, on va travailler avec des gens qui seront des élus de collectivités, comme la province Nord, la province des Îles. On aura à continuer à partager le pouvoir au sein du gouvernement. Il faudra certainement remettre les choses à plat, notamment réouvrir le corps électoral, parce qu'il ne peut pas être acceptable qu'il y ait 35 à 40 000 personnes exclues. Et ça peut se faire que par la discussion et par la négociation. Mais bien sûr. Il n'y aura pas, si vous voulez... Ce qui va se passer le 4 novembre, c'est qu'on va confronter deux idées. Le maintien dans la France et ce que j'appelle, moi, l'utopie indépendantiste. Mais ce n'est pas parce qu'on veut que l'indépendance soit rejetée le 4 novembre que cela signifie la fin du dialogue. Et en tout cas, nous faisons une distinction entre l'idée, l'utopie d'indépendance et les gens qui en parlent. Les gens qui en parlent, ce sont nos concitoyens, ce sont des gens que nous respectons parce qu'ils ont une légitimité démocratique. Donc ça va bien se passer. Philippe Blaise, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.